Bonjour Jack Lang, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Jack Lang, vous êtes ancien ministre de la Culture, de l'Éducation, ancien maire de Blois. Je ne vais pas refaire tout votre CV, il est trop long. Vous êtes surtout aujourd'hui président de l'Institut du monde arabe à Paris et vous présentez en ce moment et jusqu'au 19 février prochain une exposition qui s'appelle Habibi, les révolutions de l'amour, dans laquelle 23 artistes queer nous parlent de corps, de sexualité et d'identité multiples, qui rappellent la liberté et la liberté d'aimer, de se montrer aussi, pour dire que nos genres et nos sexualités ne peuvent pas se cantonner au domaine privé. Est-ce que vous diriez que c'est une exposition de lutte? De lutte, en tout cas, celle des peintres, des artistes, est une expression de leur désir de vie, comme vous avez dit vous-même. Euh, oui, bon, je dirais plus largement, sur le plan plus personnel, je suis depuis toujours attaché à la liberté. Liberté d'être, liberté d'écrire, liberté de penser, liberté de vivre sa vie, liberté d'aimer. Et ça ne concerne pas que le monde arabe, ça concerne le monde en général. Et longtemps et souvent et en permanence, et aujourd'hui encore, je me bats, donc je lutte pour cette liberté. Et ce n'était pas une évidence qu'ici même, à l'Institut du monde arabe, nous puissions organiser un tel événement qui, j'imagine, suscitera quelques interrogations, Mhm. des controverses, mais je ne les crains pas, qui surgiront dans tel ou tel pays. Oui, c'est une exposition qui permettra, je pense, de mettre au jour les réalités et en même temps l'extraordinaire créativité d'artistes pleinement engagés dans leur art ou dans la vie. Alors justement, ce qui ressort de cette exposition, c'est, comme vous l'avez dit, le bouillonnement artistique du monde arabe, mais pas uniquement, hein, parce qu'il y a aussi des œuvres qui viennent d'Afghanistan ou d'Iran. Dans ce monde arabe, vous intégrez aussi la diaspora. Qui vit ou bien en Europe ou bien aux États-Unis. Ce monde artistique transnational, il est très pluriel. Qu'est-ce qui fonde, en gros, au fond, son unité? Bah, c'est leur histoire commune, c'est l'histoire commune de ceux qui se communent et séparés en même temps, parce qu'il n'y a pas un monde arabe. D'ailleurs, en plus, vous l'avez indiqué, il y a des pays qui ne sont pas des pays arabes, qui appartiennent à la civilisation musulmane, disons, pour parler vite, l'Afghanistan ou l'Iran. Donc c'est beaucoup plus large que le monde arabe. Je dirais l'Orient, puis il y a eu des influences réciproques, multiples, entre Perses et Arabes, par exemple. Mais qu'est-ce qui font de l'unité? Bon, pour le monde arabe, ce qui font l'unité, c'est la langue. Mais cette langue elle-même n'est pas nécessairement connue par ceux de la diaspora, qui éventuellement utilisent le dialecte de leur pays d'origine, pas toujours. Bon, c'est une certaine forme de civilité, c'est une forme de vie. Mais encore une fois, ce n'est pas un, c'est multiple, c'est comme l'est le genre humain. C'est une exposition quand même qui a pour objet la question queer, la question des genres, la question des sexualités, on l'a dit. Est-ce que vous la faites pour parler de ces mondes arabes ou est-ce que vous la faites aussi pour parler de ces mondes arabes à une population qui est une population parisienne, donc du coup parfois éloignée de ce monde arabe? Est-ce que, en gros, les queers arabes ont quelque chose à dire aux queers français, pas nécessairement arabes? C'est évident. D'ailleurs, disons que moi, je ne coupe pas les pays en morceaux, je ne coupe pas les civilisations en morceaux, je n'aime pas les frontières, j'aime au contraire les ponts qui réunissent plutôt que les murs qui divisent. Donc c'est évident que je le vois dès maintenant que l'exposition qui réunit des artistes venant principalement de ces pays touche le cœur, la pensée de visiteurs venant de France et d'ailleurs. Tout à l'heure, on vous en avait un peu parlé, les artistes disent le monde et de façon presque performative, ils le créent aussi. Ils en créent une certaine réalité. Est-ce que aujourd'hui, l'art est toujours aussi important pour dire le monde, si tant est qu'il n'ait jamais été important d'ailleurs pour le dire? Mais oui, absolument oui.
Parfois, dans certains pays, c'est la seule forme d'expression. Il y a des pays où la parole est interdite. Il y a des pays dans lesquels, vous le savez, l'homosexualité, par exemple, est interdite et réprimée. Donc l'art ou l'écriture, la littérature peuvent permettre à des personnes, à des créateurs, à des artistes de dire ce qu'ils sont sans encourir nécessairement les foudres des autorités. Et puis au-delà de cette question des autorités, je pense que bon, exprimer une passion de vie, pour moi, c'est une manière d'être dans la vie, dans la cité. C'est une manière d'être politique, dans le meilleur sens du terme. La politique, c'est l'art de vivre en cité, dans la vie. Alors, justement, j'ai une question pour l'ancien ministre de la Culture qui prolonge un peu celle que je viens de vous poser. On a du mal, enfin j'ai du mal depuis pas mal d'années finalement à voir se dégager une colonne vertébrale à la politique culturelle française. Je m'explique. Certes, il peut y avoir des investissements qui sont faits ça et là. Il y a des budgets qui sont maintenus à l'équilibre et parfois qui sont un peu augmentés, des subventions qui sont dégagées quand il le faut et où il le faut. Mais au fond, euh, pour plus beaucoup d'hommes ou de femmes politiques, j'ai l'impression, l'art et la création ne sont une nécessité. Un centre ou un absolu. Au mieux, c'est un loisir et un divertissement ou une industrie. Donc ma question, c'est quelle place pensez-vous qu'a l'art aujourd'hui dans la culture? Et est-ce que cette place aurait reculé, par exemple, depuis le moment où vous étiez ministre de la Culture? Disons que, bon, pas besoin de vous dire que mes convictions n'ont pas changé. Et plus que jamais, je crois que l'art et la culture sont les ciments de nos sociétés. Et je considère que ce doivent être des préoccupations prioritaires. L'art, la culture, l'éducation, la science, la recherche, c'est une évidence absolue. Alors c'est vrai que depuis l'époque où j'ai eu la chance, sous l'impulsion du président François Mitterrand, d'animer une politique de l'art et de la culture qui a concerné tout le pays, et qui d'ailleurs s'est étendue à d'autres pays dans le monde, on a parfois l'impression que les pouvoirs publics nationaux sont timides, parfois en retrait. Aujourd'hui, je ne le dirais pas de manière aussi ferme. Il y a une ministre de la Culture qui s'appelle Rima Abdul-Malak, une femme très engagée sur ces sujets, qui y croit, qui travaille fort, qui rencontre les artistes et qui, je le pense, va pouvoir redonner de la vie et de la force à la politique des arts. C'est mon espérance, en tout cas. Oui, mais au-delà de Rima Abdul-Malak et de cette personnalité qui est à la tête du ministère de la Culture, vous êtes quand même, enfin, je pense qu'on est assez d'accord. Vous aviez rencontré François Mitterrand et globalement, dans le Parti socialiste de l'époque, il y avait, je ne dirais pas une appétence, mais une conviction qui était que l'art et la culture devaient être un centre, en fait, d'une politique nationale. Aujourd'hui, je suis désolé, mais que ce soit Emmanuel Macron, mais c'est pas le seul, hein, enfin, je vois aucun espace politique qui porterait cette conviction-là. Je vois que vous êtes bien informé, vous êtes jeune, et donc vous avez la connaissance de ce qui s'est réalisé il y a un certain temps. Un certain temps. Mais c'est vrai ce que vous dites. C'est vrai que, bon, je n'étais pas seul. On dit toujours, mon célèbre mes louanges exagérément, parce que, d'abord, François Mitterrand était là, avait la même conviction, la même ambition, les membres du gouvernement aussi, le Parti socialiste aussi, partout à travers. Le Parti communiste Le aussi. Parti communiste, merci, bravo, vous avez tout à fait Jacques raison. Ralit, Jacques Ralit en particulier, vous êtes très bien. Je très suis très renseigné. content d'avoir en face de moi quelqu'un qui est aussi bien informé. Et vous avez quel âge? J'ai 33 ans, donc je suis plus vieux que j'en ai l'air. Ah, j'étais pas né à cette époque-là. Ah oui, vous avez appris beaucoup de choses. C'est C'est ça. bien, c'est très bien. Mais j'ai lu Ralit, hein, j'ai lu aussi Jack Lang. Donc, Bah, moi, je vous félicite parce que c'est bien de ne pas perdre la mémoire des choses. Non pas pour les célébrer le passé, mais pour précisément comprendre, comme vous le dites vous-même, qu'aujourd'hui, il y a une urgence culturelle, il y a une urgence éducative, il y a une urgence scientifique. Bon, Emmanuel Macron est un homme cultivé, qui s'intéresse, qui se passionne pour ces sujets. Mais on a besoin, au-delà, d'une impulsion, d'une forte puissante,
Il faut que, tout comme à l'époque où j'ai eu la chance d'être ministre, que le mot d'ordre soit donner à nos rêves une réalité, ou faire que un morceau de ciel vienne sur la terre apporter un peu de rêve, un peu de bonheur, un peu de folie, un peu de désir. Alors on n'a pas le sentiment que cela soit partagé par beaucoup. Les partis politiques ne s'y intéressent pas, à ma connaissance. En tout cas, s'ils s'y intéressent, on ne le sait pas. Et c'est assez triste. Alors, j'ai une dernière question, Jack Lang. Vous parlez d'un morceau de ciel qu'on ramènerait sur la Terre. C'est comme ça que André Malraux qualifiait le cinéma pour les 50 ans de quelque chose, mais je me souviens plus de quoi. Il était à New York et c'est un discours qu'il a prononcé pour parler du cinéma. Donc, prendre un morceau de ciel et le ramener sur la Terre. Jeudi après-midi, de 13h30 à 18h, dans une salle de l'Institut du monde arabe, se tiendra une agora de réflexion collective et d'interpellation sur l'évolution du cinéma et de nos politiques culturelles. Finalement, c'est aussi pour répondre à l'urgence dont vous parliez à l'instant. Les professionnels du cinéma se réunissent pour appeler à la tenue d'états généraux du cinéma. Il y a péri dans la demeure, disent-ils, et ils ont l'impression que les pouvoirs publics, justement, détournent le regard. Est-ce que vous soutenez cette démarche? Et surtout, comment est-ce que vous voyez l'évolution du secteur du cinéma? Est-ce que vous diriez que son évolution est porteuse de belles promesses, ou est-ce qu'on fonce tête baissée dans une impasse avec l'apparition des plateformes numériques, avec la disparition de la salle, enfin les gens vont de moins en moins en salle, etc. D'abord, je ne veux pas me substituer au pouvoir public actuel. J'accueille avec plaisir tous ces amis du cinéma. Je suis très content qu'ils soient à l'Institut du monde arabe. Je leur offre l'hospitalité, si on peut dire. Je dirai quelques mots d'entrée pour les accueillir. L'envie ne me manque pas, évidemment, de dire ce que je pense. Mais il faut que je respecte une certaine obligation de réserve par rapport au pouvoir public. Je dirais simplement que si l'on veut sauver le cinéma, il faut prendre le taureau par les cornes. Aujourd'hui, il est gravement menacé de toutes parts. Par les plateformes, par les géants du net, par les télévisions privées, par toute une série de choses. Et par une indifférence, je dirais surtout. Donc c'est une bonne idée qu'ont eu ces professionnels d'organiser les états généraux pour qu'un sursaut se produise. J'ose une comparaison. Quand en 1981, je suis devenu ministre de la Culture de Mitterrand, je voulais aussi que le cinéma sorte d'un risque qui le menaçait. Je voyais ce qui se passait dans les pays voisins, dans des pays qui avaient été des grands pays de cinéma, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne. Et les uns après les autres, ces cinématographies se sont effondrées en raison de l'impéritie des pouvoirs publics et de la pénétration du système privé des télévisions. Et à ce moment-là, j'ai dit à François Mitterrand, on ne peut pas accepter ça. Il faut que la France sauve son cinéma. Et nous avons pris beaucoup de mesures, je ne vais pas les raconter à l'instant, vis-à-vis des télévisions, vis-à-vis du financement du cinéma, pour encourager aussi les jeunes à fréquenter le cinéma. Et je pense qu'aujourd'hui, la même question se pose. Oui ou non veut-on que le cinéma sur grand écran, réunissant des gens en chair et en os qui vibrent ensemble, survive, ou bien accepte-t-on que petit à petit, insensiblement, le système qui avait été créé voici une quarantaine d'années se dilue, se détricote? Personnellement, je ne le souhaite pas. Et je pense que ceux qui se réunissent ici même et qui organiseront les états généraux du cinéma vont exprimer une volonté collective de vie et de survie. Pour moi, qui suis un amoureux du cinéma, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Jack Lang, et donc rendez-vous jeudi après-midi. Merci beaucoup.